Aujourd'hui, avec Nathalie Petrovski, Suzanne Lévesque et Daniel Proulx, on parle des relations mère-fils, que j'ai intitulé « Mère-fils, le couple impossible ». Parce qu'il se noue beaucoup de choses dans ce rapport complexe. D'abord, un rapport de séduction, parce que vous savez, dans le rapport avec le parent de même sexe que soi, on fonde sa propre identité sexuelle, on imite ce parent-là. Mais dans le parent de sexe opposé, on va plutôt chercher un regard, une assurance qu'on est un être différent et un être sexué. Bonjour, je m'appelle Suzanne Lévesque, je suis une animatrice à la télévision. Je suis ici pour parler avec Guy et deux amis de quelqu'un auprès de qui j'ai eu le privilège de vivre pendant 20 ans, qui en a maintenant 24 et qui vole maintenant et vit de ses propres ailes. Et ben voilà, il s'agit de mon fils qui s'appelle Yuri. Je m'appelle Daniel Proulx, je suis comédienne. Je suis ici sur l'invitation de Guy pour vous parler de probablement du plus grand rôle de ma vie, qui m'a apporté le plus de joie, en même temps le plus d'angoisse, le plus de troubles, qui m'a fait le plus grandir, et c'est celui de mère. Et je suis ici pour parler de mon fils, Louis, qui a 12 ans, et de cette relation entre mon fils et moi qui a changé ma vie, qui n'a pas fait de moi une mère nécessairement extraordinaire, mais qui a fait de moi, j'en suis convaincue, une meilleure femme. Je suis honoré que vous soyez là parce que vous êtes des femmes que j'estime énormément. Et de venir parler de cette relation-là, mère-fils, dans ses aspects extraordinaires et dans ses aspects plus difficiles. Alors, ma première question, je vous ai demandé d'apporter un objet qui symbolisait votre relation avec votre fils. Alors, s'il y en a une qui veut commencer, on va y aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, regarde, Nathalie n'est prête à commencer. J'y vais. Je plonge. Voilà. C'est l'objet que... C'est mon fils qui l'a choisi, je l'ai laissé faire, parce que en fait, l'objet que j'aurais peut-être le seul objet que j'aurais amené pour dire cette relation-là, c'est un peu une... Enfin, c'est pas de nono, c'est son petit bracelet de naissance. C'est la seule chose que j'ai gardé. Vous savez, le petit bracelet de Sainte-Justine. Bon. Mais c'est mon fils qui a choisi ça, puis j'étais assez d'accord, parce que ça représente, en fait, c'est quelque chose que nous avons acheté. Nous sommes partis une semaine, une fois, en Floride. Pendant les vacances. C'est la seule fois où j'ai fait un voyage avec mon fils, nous deux tout seuls. Il dit que c'est le plus beau voyage de sa vie, encore, mais il faut dire qu'il est encore jeune. Il y a 12 ans, c'est ça? C'est ça, il y a 12 ans, bon. Et une chose qui est très importante qui est arrivée, c'est que c'est là qu'il a appris à nager. Pendant cette semaine-là, et ça faisait, bon, je dirais, je sais pas, un an ou deux, je me rappelle plus, qu'il essayait de nager. Moi, ça me terrorisait. Dès que je le voyais dans l'eau, il aimait beaucoup l'eau, mais j'étais toujours prise de panique parce que, bon, il va-tu se noyer? Et il a appris à nager là, et c'est la première fois où j'ai pu me détendre, enfin, et avoir ce sentiment qu'il allait en fait, avancer dans la vie. Je pense que c'était ça au plan symbolique. C'est ça que ça voulait dire. Mais c'était comme une grande peur qui s'en allait. Il avait appris à nager. Mais est-ce que ça veut dire que pour toi, c'était angoissant, le fait d'avoir un enfant ou de t'occuper d'un enfant? Oui, c'est ça. Wow. J'ai écrit un livre là-dessus sur mon angoisse. Oui, une angoisse totale. Enfin, une anxiété. Livre que j'ai lu. Oui. Grande anxiété d'avoir un enfant, d'abord tard quand même, ça c'est la première chose. J'ai retardé parce que, bon, j'avais aucune idée de c'est quoi ça, un enfant. Ça me faisait paniquer, vraiment paniquer. Il est arrivé, j'ai eu une grossesse super plate.
Mais Flat, ça veut dire quoi? ça veut dire, tu sais, je vois les femmes enceintes qui lévitent de bonheur et tout ça. Moi, là, j'ai été vraiment de mauvaise humeur, anxieuse, angoissée. C'est quoi cette affaire-là? Et en plus, pas capable d'avoir un lien parce que moi, un ventre, c'est un ventre, c'est pas un être humain. Fait que j'avais pas vraiment de dialogue avec mon ventre. Et tant qu'il était pas là, mais ça, c'est Saint Thomas, moi. Faut que je le voie. Alors, tant qu'il n'était pas là, qu'il n'existait pas, c'était juste une espèce d'affaire bizarre. Et là, quand il est arrivé, tout a changé. C'est vrai, ça a été comme la révélation. Mais évidemment, beaucoup d'anxiété quand même par rapport. Donc, est-ce qu'il va se faire mal? Je me rappelle au début, là, je l'avais dans mes bras, puis je voyais des escaliers, puis je me voyais débouler dans les escaliers. Il y avait des couteaux, je voyais le couteau se garrocher sur lui. Beaucoup. Imagination fertile. Oui, c'est ça. Fait que bref, ça a été la fois où j'ai été rassurée. Donc, c'est quand même important. Il allait être capable. Oui, c'est ça. Alors, je peux pas m'empêcher de penser que la bouteille représente un peu le monde de la mer, sécurisant, et le petit bateau fait son chemin. C'est ça, mais c'est dans une bouteille, par exemple. Oui, mais l'ouverture, elle est ouverte. Oui, elle est ouverte, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme apprendre à nager sous le regard de la mer, je veux dire, tu sais. C'est ça. Merci beaucoup, Nathalie. Vraiment, il y a plusieurs points du discours de Nathalie que je pourrais reprendre. Vas-y. J'ai une très mauvaise grossesse aussi. Ah oui? J'ai été paniquée. Je me suis dit, quelle idée que j'ai eue, qu'est-ce qui m'a pris. Et ma hantise, là, je vais révéler beaucoup de moi-même en disant ça. Je me disais, il m'aimera pas, cet enfant-là. Il va me voir et il va se dire, il m'aimera pas. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant-là qui m'aimera pas? Excuse-moi. Écoute, ça a été épouvantable pour moi. Tu ris, mais bon. Ben oui, c'est ça. Mais... Je sais. Et puis finalement, il est arrivé au monde le 6 mai. Et quand j'ai vu cette petite face-là, ça a été, le tremblement de terre de ma vie. Ça a été l'émotion la plus intense que j'ai ressentie dans ma vie. Alors, ce que j'ai apporté comme objet, tiens-toi bien, ma Nathalie. Ah, ben, regarde, c'est ça. Mais voilà. Mais tu vois, je l'ai gardé. Ah, moi aussi, je l'ai encore. Écoute, ce petit bracelet-là, mais c'est je le prends pas souvent. Oui, puis regarde, ils l'ont même pas défait pour le sortir de sa petite main. Wow. Regarde, imagine-toi la grosseur de la petite main qui passe à travers. Alors donc, dès l'instant où il est arrivé, ce petit être-là, je n'ai plus jamais eu peur qu'il m'aime pas. Tout s'est envolé, tout le stress, toutes les affaires qui m'angoissaient autour de son arrivée, que notre vie ne serait plus jamais la même, que j'allais être inadéquate, incapable, sotte, inutile. Ben écoute, tout ça est parti. Je me suis dit, bon, lui, il est là. Il y a des choses qui me font peur pour moi, mais pour lui, je n'aurais peur de rien. Et rien ne m'a plus énervée que j'allais être capable et que j'allais... rien qui allait me résister. Quand elle a parlé d'un objet, j'ai vu quelque chose de tressé. J'ai vu une tresse. Une tresse? Une tresse. J'ai vu quelque chose, comme un tressage. J'ai vu une tresse. Et puis là, je me disais, bon, une tresse de cheveux, une tresse, comment une tresse? Puis j'ai pas essayé de questionner cette image-là. C'est la première chose qui est venue. Puis là, je dis, bon, il faut que je trouve une tresse, un tressage. Et puis, finalement, je suis tombée dessus dans la chambre de mon fils. C'est sa ceinture qui ressemble à une tresse, qui est vraiment quelque chose qui s'embrique. C'est deux destinées qui sont normalement chacune à la leur, mais sont reliées de façon importante. Parce que dans une tresse, il y a 3. Oui, aussi, ça au juste. Puis là, j'ai regardé la sienne, puis on dirait pas. Regarde, il y en a pas. C'est vrai. Pas folle! Ça a fait... Oui, et je me suis exactement dit ça. Puis je dis, la troisième, c'est qui? Parce que, bon, faut dire, je vis pas avec le père d'Émile, donc... je pense que ça parle plus de comment moi, c'est venu dans ma vie. C'est quelque chose qui est venu, comme tu disais, solidifier, qui est venu me donner un sens. Ça a fait, je sais par où je m'en vais, je sais ce que j'ai à faire maintenant, c'est m'occuper d'un enfant. Et puis, à partir du moment où j'étais séparée, il n'y a plus d'autres hommes qui est rentré dans... Enfin, j'ai eu des chums, tout ça, mais il n'y a plus d'autres hommes qui est rentré dans la maison. J'ai plus revécu avec aucun homme, c'était l'homme de la maison. Puis, est-ce que tu t'attendais à avoir un fils? Comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'ai rêvé d'avoir une fille. Je viens d'une famille de filles. On est 8 filles chez moi. Je
j'ai l'impression que je ne saurais pas quoi faire avec un garçon. Je voulais une fille, c'était Alice, et puis j'avais une fille. Mais 2 fois, j'ai rêvé que c'était un garçon. Et là, ça a fait, OK, je dois m'enligner, ça va être un gars. J'ai vraiment... j'ai su que c'était pour être un gars, et donc ça a fait... Puis effectivement, quand j'ai accouché, c'était lui, puis là, je me suis sentie coupable d'avoir souhaité autre chose. Parce que je me disais, tout ce que j'ai investi de pensée pendant la grossesse, j'ai dû le fucker, tu sais. J'ai dû souhaiter autre chose que ce qu'il était. Pauvre mère, hein, qui n'est pas encore au monde, qu'on l'a déjà fucké. OK, oui. Oui, je me suis sentie... Aïe, aïe, aïe. rapidement coupable d'avoir souhaité autre chose que ce qu'il était. Bonjour Mishka. Alors on doit expliquer que pour ceux qui nous écoutent, je t'ai toujours appelé Mishka, ainsi que tes 3 enfants. Je suis très content de pouvoir parler de toi, de pouvoir te parler, parce que je pense que tu es une mère exemplaire. Tu l'as toujours été. Tu as été, ça a été plus une vocation qu'un travail ou une obligation ou un accident pour toi d'être mère. C'était vraiment quelque chose que tu as préparé longuement avant de le devenir. Et maintenant, tu as transcendé cette vocation en étant une complice, une amie. Et je t'en serai toujours reconnaissant, ainsi que tes enfants. C'était pas évident pour toi d'être à la fois mère et père. Tu as été même obligé de travailler alors que tu aurais voulu être à la maison, rester à la maison pour nous élever la plupart du temps. Mais ton travail, ton vrai travail, il commençait lorsque ton travail professionnel se terminait, c'est-à-dire lorsque tu nous retrouvais, lorsque tu nous cherchais après l'école, et puis que tu transformais notre maison en un havre de paix et de joie. Au revoir, Mishka. Alors, quand Suzanne Lévesque nous dit « Quand j'ai vu sa petite face, c'était comme un tremblement de terre, j'ai été foudroyé », quand Nathalie nous dit « Je vais être la femme de sa vie », de quoi est-ce qu'elles sont en train de nous parler? En fait, elles sont en train de nous parler du moment où une femme, par quelque chose d'hormonal, mais aussi par quelque chose d'imaginaire, de symbolique, devient mère. Il se passe quelque chose, un phénomène extraordinaire à laquelle cette femme-là va avoir aussi la difficulté à résister. Elle va être séduite par ses positions de mère, qui donne un sens à sa vie, qui répond à beaucoup de difficultés que même elle a pu éprouver auparavant. Et ça va nouer une relation avec le fils, bien entendu. Je me rappelle un de mes patients qui avait rêvé que dans son propre appartement, il y avait une baleine, un gros poisson qui était en train de manger un tout petit poisson. Puis il dit, mais c'est moi qui est en train d'être dévoré par ma mère. Et je disais, mais oui, mais c'est aussi votre mère, la femme qui a été votre mère, qui est dévorée par sa fonction maternelle et qui a oublié qu'elle était une femme. Donc, je pense que cette première pression-là est très difficile. C'est très difficile de résister. Mais bien sûr, cette divine responsabilité de la mère va souvent engager une divine irresponsabilité chez l'enfant. Ou bien les angoisses, ou toutes sortes de choses. Alors, c'est ce qu'on va voir dans notre deuxième bloc, avec les écueils que ce rapport-là a pu rencontrer. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme moment qui était vraiment... Des moments difficiles. Des impasses intérieures, des moments de difficulté où tu le sais plus, tu te dis... Ouais, mais moi, je pense que les moments difficiles sont à venir. Je pense que je les ai pas encore vécus parce que, bon, mon fils, il a juste 12 ans et j'appréhende quand même beaucoup l'adolescence. On est très près aussi, très, tricoté serré. Ouais, tricoté. Oui, il est très proche de sa maman. Il était un peu beaucoup tout le temps dans les jupes de sa maman. D'ailleurs, son père s'en plaint abondamment. Et il va me rejeter. Enfin, je sens qu'il va avoir cette période où je vais être une imbécile. Et déjà, je sens, il y en a comme ça, un petit éclat tout à coup, que je suis stupide, idiote, dépassée, en fait, tout ça. Alors, ça m'inquiète un peu, mais bon. Mais est-ce que tu as des craintes par rapport justement à cette sorte de relation que vous vivez qui est tellement proche, qui est tellement tissée serrée? Est-ce que Non, parce que ça, moi, j'ai envie qu'il
prennent le large, le petit bateau, là. Je veux dire, ben, qu'ils prennent le large, attendons-nous, mais je veux qu'ils deviennent autonomes, là. Mais c'est aussi valable l'inverse, parce que c'est arrivé. On a eu quelques petites affaires récemment où même à un moment donné, moi qui suis en admiration devant mon fils, tout à coup, il allait dans une direction que je n'aimais pas, qui ne correspondait pas à ce que je voulais. Tout à coup, c'est comme... Et pendant 24 heures, c'est la première fois que ça m'arrivait, j'ai vraiment coupé les ponts. C'est comme, je ne l'aimais pas. C'est la première fois que j'aimais pas mon fils. Et c'était pas comme tu voulais. Et c'est ça. Il faisait pas ce que je voulais, dans le fond. Enfin, je veux dire, ouais, c'est ça. Une attitude. Il y avait quelque chose qu'il avait fait, mais pas juste quelque chose. Là, il s'en allait pas dans la direction que je voulais. Et je me disais, mon Dieu, c'est ça. Ça va être ça. C'est épouvantable. Alors, j'ai coupé les ponts pendant 24 heures, puis je l'ai vu ramer en maudit, lui. Et moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais en fait, c'est ton fils, que tu n'aimes pas ton fils. Bon, puis après ça, c'est revenu. C'était très bizarre. Alors, on dirait que c'est les deux que je crains. À la fois ses crises à lui et moi aussi, de pas l'aimer. Oui, mais elle soulève quelque chose là, de majeur, là. Parce que quand elle dit « il n'était pas comme je voulais qu'il soit c'est toute la question est là. Avec un enfant, là. Mais ce n'est pas évident pour une mère de lâcher prise, que l'expression jaillit, et pour les laisser aller. Mais quand ils rencontrent des difficultés, eux autres, parce que moi, je t'ai connu alors que ton fils rencontrait des difficultés et tout ça. Oui, mais moi, j'ai vécu une affaire avec mon enfant qui est très différente parce qu'il y a eu un facteur extérieur qui a joué. Lorsqu'il avait 4 mois, je suis allée à l'hôpital avec lui parce ma voisine m'avait dit, gardons ses yeux, il fait quelque chose avec ses yeux. Et je suis allée à l'hôpital et le médecin qui l'a vu m'a dit, écoutez, il est aveugle, votre enfant. Bon, en tout cas, c'est eu ça. Et ça a été pour moi quelque chose d'épouvantable. Et dès cet instant, je l'ai considéré comme quelqu'un qui aurait à vivre un handicap. Oh, non, quoi, je me suis embarquée là. En tout cas, allons-y, let's go. On est avec toi. Et bon, il recevait un petit jouet, je me précipitais pour y monter son petit jouet avant qu'il essaie de le monter lui-même, pour pas qu'il soit en face d'un échec et d'une incapacité. J'ai fait ça pendant plusieurs années. À telle enseigne qu'il a développé une sensation, Yuri, de ne pas être capable de faire les choses. Et aussi une petite paresse accessoire à ça. Et moi, je me suis toujours jetée pour faire à sa place ce qu'il aurait dû être capable d'apprendre à faire par lui-même, etc. Donc, ça m'a pris des années avant d'être capable d'avoir la certitude qu'il serait capable de tout ce qu'il voudrait faire. Et il a 24 ans maintenant et il est capable de faire tout ce qu'il veut faire d'une manière extraordinaire. Tu vois, je ne sais pas si d'autres gens peuvent vivre la même affaire parce que moi, je pense que tout a été relié au fait qu'on m'a dit qu'il était aveugle, ce qu'il n'était pas finalement. Mais qu'est-ce qui était déterminant pour toi de te dire à un moment donné, oh, là, qui est fou, c'est correct. Là. J'en ai eu tellement ras le pompon, là. J'étais tellement plus capable de vivre ça, cette angoisse-là de me dire, mais il ne sera pas capable. Depuis qu'il avait l'âge de 4 mois. Tu sais, que j'avais peur qu'il ne soit pas capable. Et puis il me faisait la démonstration qu'il ne l'était pas. Écoute, ça a été infernal, ce problème-là. Maintenant, c'est un garçon qui est formidable. Qu'il l'était sûrement dans le temps, mais j'étais trop angoissée. C'est ça. C'est ça. On sent chez toi, là, un terreau fertile. Ça te parle, l'angoisse. Moi, l'angoisse, Seigneur, je suis un paquet d'angoisse sur 2 pattes. Puis ce qui me désole le plus, je pense, puis son père aussi, donc j'ai immensément peur d'avoir transmis ça quand je le vois depuis qu'il y a 4 ans, Émile, qu'il y a des angoisses existentielles. Alors, quand je vois, je dis « Oh non, c'est pas vrai, j'ai pas donné ça. » L'écueil, je dirais, qu'on a rencontré avec Émile, c'est plus ça. C'est-à-dire c'est un enfant qui, lui, a tout fait comme il faut. C'est un enfant parfait. C'est un enfant de bon garçon. Tu sais, le bon garçon qui réussit à l'école, brillant, intelligent, performant, hyper performant. Je suis une des rares mères qui disait à Émile qu'il sortait de ses livres le samedi. Dit, ben, regarde, là, appelle un ami, tu vas jouer dehors, fais quelque chose, mais sors. Des cols, tu sais, mais une angoisse.
pas saine du tout là, de la réussite scolaire. Qui n'est pas poussée par ses parents, là, qui est la sienne. Ah oui, qui est la sienne. Et qu'est-ce qui t'angoissait? Bien, c'est que je le voyais pas. C'était pas heureux. Il est pas heureux. C'était pas heureux. C'était pas simple. Il se sentait pas bien à l'école. Il se sentait bien à l'école pendant les cours, tout ça, mais il était pas heureux socialement. C'était pas le bolé nerd, mais en même temps, il avait du mal à être en contact avec d'autres. Tout le temps... Ça me rassure. Tout le temps, tu sais, à 4 ans, il se comportait où il y avait un questionnement d'enfant de 9 ans. Donc, il n'a jamais été... Avec ses pères, il se sent toujours comme un martien. Y avait-tu l'air d'en souffrir? Non, parce que c'est aussi, très tôt, c'était un créateur. Donc, comme il était mal à l'aise avec le monde, bien, il y a un monde intérieur extrêmement fort, puissant. Il dessinait, il écrivait, il créait. Mais ça fait que j'ai toujours l'impression que c'est une bombe à retardement, que plus ça va aller ou plus ça allait. Et effectivement, jusqu'à ce qu'il ait 16-17 ans, il est rentré dans un état de mal-être très, très important, vraiment pas bien, là. C'est ça que je voulais te dire tantôt, sa crise d'adolescence. Oui. Il l'a pas vécu vers l'extérieur, il l'a vécu vers l'intérieur, par un grand trouble intérieur. Un grand trouble intérieur et mal dans sa peau. Il était très, très mélangé dans ça, puis il est rentré dans un état de détresse, une détresse psychologique. Plus envie d'être là, pas savoir ce qu'il fait là, pas vouloir vivre, oui, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que ça te faisait vivre? Oh, moi, ça C'est terrible, ça. Ça a été effrayant. Je me souviens d'avoir eu quelque chose, une révélation importante dans un rêve pour moi qui venait pas juste me parler de moi, mais qui venait me parler de peut-être ce qui manquait à Émile chez nous, c'est parce qu'il y a une mère, oui, mais la femme, il connaît pas la femme qui est sa mère. Puis, à la limite, ce que ça me révélait, c'est que moi-même, je connaissais pas la femme que je suis. Tu l'avais mis entre parenthèses, beaucoup. Oui. Puis, c'est-à-dire que mon rêve, je vais vous conter mon rêve qui est extrêmement... C'était fabuleux. J'étais couchée dans un lit avec... J'étais à ce moment-là en relation avec un homme, mais ça achevait. En tout cas, dans mon rêve, j'étais couchée au lit à côté de mon amoureux. Je peux pas savoir si c'était vraiment l'amoureux de l'époque, mais en tout cas, il y avait un homme à côté de moi et tout à coup, j'étais prise d'un élan d'amour, là, comme ça fait longtemps que j'avais pas vécu, mais tu sais, profond, là. J'aimais, là, je me sentais... Enfin, je retrouve cette sensation d'amour. Et je me levais, puis je me tournais vers mon amoureux, puis je commençais à l'embrasser, à tout le caresser, l'embrasser. J'étais là, amoureuse. Et au bout de 2-3 minutes, l'être aimé se virait de bord, se levait debout, puis il me parlait d'autre chose. Et là, j'étais dévastée, mais complètement. Là, dans le même 30 secondes, j'étais là, jetée à terre, sciée en deux, rejetée. Je me suis réveillée dans un sanglot. Puis là, je tremblais comme ça. Et je savais pertinemment, la première chose qui m'était venue, je savais que j'étais ces deux personnes-là, que j'étais cette femme-là qui avait un sentiment, qui avait un amour, une force d'amour incroyable, que ma partie masculine veut rien savoir de l'amoureuse en moi, parce que je te dirais que c'est mon homme intérieur qui a pris les rênes de ma vie pendant longtemps, qui a fait, c'est correct, je suis capable de vivre, je suis capable de faire mon métier, de vivre de mon métier, de faire vivre mon enfant, puis ôtez-vous de là. Et cette amoureuse-là, par exemple, elle n'a pas la fin dans le décor parce qu'elle a fuck tout. Salut Yvette, c'est drôle parce que là, au moment où c'est enregistré, ça, mais tu le sais pas, mais on vient de s'acheter une maison hier. Puis c'est drôle, mais je redoute un peu le moment où je vais te le dire, puis que je vais te la montrer, parce que toi, tu vas avoir plein de réserves, puis tu vas avoir des reproches sur ci, ça, qui fait pas ton affaire. As-tu pensé à ça, Hugo? As-tu pensé à ça? Puis tu vas avoir raison sur bien des trucs, mais ça serait agréable que tu dises
je suis content pour toi, tu l'aimes ta maison. Je te le dirais, oui, je suis tombé en amour quand j'ai mis les pieds dedans. Puis j'aimerais ça que tu te dises, si tu l'aimes, c'est ça qui compte, ou des trucs comme ça. Puis ça, c'est le genre de choses qui sortent rarement de ta bouche. C'est jamais arrivé spontanément, je pense, que tu te dises, félicitations, Hugo, je suis fier de toi. J'ai jamais eu un... Même si je le sais, je suis capable de voir les indices en toi qui me disent, oui, effectivement, elle est fière de moi, mais je veux dire, ça sort jamais des grands éclats de fierté envers ton fils. Mais je veux dire que, parlant de fierté, moi-même, je suis fier de qui je suis devenu. Puis, dans le fond, c'est une grosse part de responsabilité là-dedans. Puis, je t'en remercie. Salut Yvette, on se revoit à ton retour. Vous vous demandez sans doute quand est-ce qu'on est en relation avec notre fonction maternelle et quand est-ce qu'on est dévoré par elle. Alors, je vous donne un petit truc. Si votre fils a des difficultés en mathématiques et que c'est vous qui suivez les cours, c'est ce dont je parle, et c'est vous qui lui enseignez les maths, c'est toute la question de permettre à l'enfant d'avoir sa propre autonomie, sa propre responsabilité par rapport à lui-même. Mais un autre agent qui va permettre ça, c'est bien sûr la présence d'un tiers, qui est la plupart du temps le père, ou une figure paternelle substitut, ou un grand-père, ou un autre homme, et même des fois une femme, qui va permettre une triangulation. Cette triangulation-là va être très importante. Elle va faire deux choses. Elle va permettre à l'enfant, elle va séparer l'enfant de la mère, mais aussi, elle va permettre à cette mère-là de se retrouver, de se rappeler qu'elle est une femme, de se retrouver dans un rapport conjugal. J'ai une amie qui est psychologue et qui a 3 enfants, et qui me disait, quand ça fait 3 ou 4 semaines là, que je ne suis pas sortie, là, je deviens très pointilleuse, très contrôlante avec mes enfants. À ce moment-là, mon mari comprend. On s'en va au cinéma, on s'en va au théâtre, on fait quelque chose ensemble, on s'en va au restaurant. Et moi, je suis correct pour 2-3 semaines. Je me rappelle tout à coup que je suis encore une femme. Alors, on va regarder avec nos invités maintenant comment on introduit cette distance salutaire entre la mère et l'enfant. On va regarder si c'est possible. Qu'est-ce qui permet à une femme de ne pas être submergée par la fonction maternelle? Est-ce que c'est possible d'abord? Ou c'est pas tout possible? le temps submergé. Bon, alors, Oui. est-ce que je peux prendre la parole? Élève Suzanne Lévesque. Bon, alors, je vais te parler, ma petite fille. Oui. Oh mon Dieu! Il y a une vieille personne qui va te dire des T'es choses. pas grand-mère encore. Pas encore. Mais moi, mon fils a 24 ans, OK? On parlait d'une distance, là, tu sais, entre une mère et son enfant, le temps qu'il est là, qu'il est à la maison. Moi, je ne pense pas qu'il y en ait de la distance. Puis on n'est pas capable d'en établir une distance. On se ment soi-même. Nathalie, elle se compte encore quelques petits mensonges pieux lorsqu'elle dit « je veux qu'il soit autonome ». C'est pas vrai. On veut qu'il soit autonome, mais on fait tout pour qu'il ne soit pas. Puis on contrôle, et puis on est ici, puis on veut qu'il fasse ça, puis qu'on veut qu'il apprenne ci, puis qu'on veut le diriger de telle manière. Puis, à un moment donné, il arrive l'âge du tien. Tu as 19 ans, il y a 20 ans. Et là, tu te rends compte que toute cette espèce de mère qu'il y a en toi ne sert plus à rien, que c'est devenu une nuisance. Et que là quand tu es là, après, puis as-tu travaillé, ou as-tu fait ci, ou as-tu fait ça, c'est inutile, là, et nuisible. Alors, donc, il faut que l'enfant fasse de l'air, et il faut que la mère se retrouve une définition d'être dans la vie. Et que là, l'étape mère, elle est terminée. Il faut que tu vives avec ça. Et c'est extrêmement difficile de te retrouver une définition autre, puis de reprendre ta vie en main, te dire, j'ai encore quelques années, là, il faut que j'en fasse quelque chose et que cet enfant-là ne soit pas responsable de ce qui s'en vient pour les 20 dernières années. Occupons-nous de nous-mêmes maintenant. Et c'est là que la Danielle amoureuse va émerger. Et Puis que qu'elle je va- le vois, il m'a tourné le dos. Là. Bon, exactement. Mais je pense que tu peux pas être... Ce n'est pas vrai que tu peux avoir un enfant, un fils, et être une mère et une amante et une ci, une ça. C'est pas vrai. Ton enfant, il est là, t'es une mère, puis c'est lui qui a la Oui, il y a priorité. quand même- Puis ça sert à rien d'essayer de se mentir autour de ça. C'est lui ta priorité. Toute ta vie est organisée en fonction de ça. Et quand il décolle à un moment donné, quelle délivrance.
Et pour lui, surtout, et pour toi aussi. Non, mais là, c'est pour cette année, là, c'est la première fois que j'en sens la nécessité. Mais oui. Pour mon propre équilibre et pour le sien, parce que là, en ce moment, ce qui est difficile avec le fait qu'ils passent 15-16 ans, à un moment donné, c'est des adultes. Fait que là, tu ne demandes plus de compte. Tu ne demandes pas quelle heure il va rentrer, quelle heure il rentre, tout ça. Mais en même temps, tu as l'impression d'être un hôtel, qu'il vient manger, il vient porter son linge sale, en prendre d'autres. Puis là, t'as beau dire, ben garde, là, tu fais ta part, c'est à ton tour de faire le lavage. Puis à un moment donné, je suis tannée. Oui, mais je peux-tu te poser une question? Ça fait que, regarde, tu vas aller te faire dire par d'autres mondes de te ramasser. Tu vas aller te faire dire par d'autres mondes une autre femme. Par quelqu'un d'autre, par des colocs. Mais je vais te poser une question, Daniel, parce que là, on n'a pas vécu la même situation. Et peut-être parce qu'on voulait chacune quelque chose de différent. Enfin, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un homme qui s'est installé? Tu n'as pas laissé un homme s'installer dans la maison après le père d'Émile? Après le père d'Émile. Écoute, pourtant, j'ai été amoureuse. C'était compliqué. Fait que ça faisait tout le temps. On en parlait un petit peu. Puis à un moment donné, non, garde, j'ai besoin de mon espace. On se voit plus la semaine où... Parce que j'ai toujours été en garde partagée. On se voyait plus la semaine. Il y a quand même un père qui est présent. Un père qui est très présent. Donc, Émile était chez son père une semaine sur deux. Et puis moi, j'étais quelqu'un qui toujours travaillé beaucoup, à partir du moment où j'ai... Donc, je travaillais beaucoup. Fait que finalement, je me suis rendu compte, bien après coup, mais je me suis rendu compte que mon fils était au centre de ma vie, mon travail remplissait beaucoup autour, et puis le gars, l'autre homme, les hommes que j'ai laissé entrer dans ma vie, je leur ai donné mais vraiment un cadre d'action très précis. Et puis, ça se passe là-dedans, puis il n'y en a plus un tabarouette qui va me dire quoi faire ou qui va me remettre en question et qui va venir me challenger plus que mon fils. Puis, alors, c'est là où moi... blocage, il ne faut pas que Raymond prenne mal, mais pas... Mais c'est là où moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ben, enfin, c'est pas d'accord. C'est stupide de dire ça, mais ce que je veux dire, moi, d'abord, je suis une enfant du divorce. Je ne viens pas d'une grande famille. On était une petite famille. Et moi, c'était clair que s'il y avait un enfant, il y aurait un père, puis le père, il allait être là. Même si je l'haïssais, même s'il fallait qu'on fasse chambre à part, mais il allait rester. C'était bon. C'est un délire enfantin. Bon, je n'haïs pas du tout le père. On est restés ensemble, mais pour moi, la place du père, c'est comme primordial. Alors là, c'est peut-être... Oui, je sais, mais qu'il soit là. Dans maison. Je tenais à cette idée-là. Bon, notre couple allait bien, puis il n'y a pas été question jamais de se séparer, mais je trouvais ça très important, justement pour... Et souvent... T'as raison. Moi, je me sers quasiment de mon chum pour faire un tampon. On ferme la porte de la chambre comme délibérément parce que... Mais moi, mon fils, là, vient me dire au revoir. Moi, tu sais, c'est comme je serais naturellement portée vers lui, mais c'est comme je ferme la porte. Il y a papa qui est là et on s'en sert comme tampon. Mais ça sert vraiment à ça. C'est-à-dire que dans la formulation de l'idée, c'est que un père qui est aussi un partenaire de la femme, ça sert à séparer les enfants de la mère, mais ça sert aussi à séparer cette mère-là des enfants et lui rappeler qu'elle est une femme. Oui, mais parce que le petit garçon, je peux-tu te dire qu'il essaye la séduction avec sa maman, puis ma petite... Puis, juste quand on se couche, il faut qu'il vienne nous voir. Puis je sens, avant, quand il était tout petit, il voulait se mettre à tout prix entre nous deux. Et son père refusait. C'était comme, non, tu te mets du côté de maman ou du côté de papa, tu ne viens pas entre nous deux. Et il s'essaye encore, et c'est toujours cette espèce de jeu. Et c'est sûr qu'en tant que mère, t'es séduite. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas-tu? Voyons donc. Tu sais, dans le fond, t'es plus séduite. Ça, c'est terrible à dire, mais c'est vrai. T'es plus séduite par l'enfant que par le père. Le père, ça fait 15 ans que tu le connais. Bon, tu sais. Là, il est là, lui, puis il s'essaye. Mais c'est comme, moi, c'est vraiment une espèce d'exercice volontariste, là, tu sais, on met des distances. On veut pas en mettre, mais on essaye, en tout cas. Et le père qui est là sert à ça. Mais Suzanne, toi, tu as aménagé quelque chose quand même. Donc, dans ton histoire, vous êtes séparés tôt avec le père. Oui. Mais plus tard, parce que toi, tu as un homme qui est intervenu dans ta vie quand ton fils Yuri avait 12-13 ans. 8 ans. 8 ans, OK. Non, 9 ans, excuse-moi. À l'âge de 9 ans. Et ça a été très salvateur pour cet enfant-là, mais très salvateur. Ne serait-ce qu'au niveau de
de se sortir de la trajectoire de maman. Tu sais, cet enfant-là n'avait jamais mangé autre chose que du blé entier et bu du bon lait pour sa santé. Et là, le coke est rentré, puis la poutine, puis toutes sortes d'horreurs. Et il est au comble du bonheur d'avoir accès à toutes ces délinquances. Un enfant tout seul, là, si sa mère n'est pas d'accord avec lui, là, il est seul au monde. Alors, c'est quelque chose de redoutable, ça. Alors, il s'arrange toujours pour être un peu de ton bord. Quand François est arrivé, ça lui a donné la possibilité d'être contre moi. Un break. Tu sais, il y avait quelqu'un, là, tu sais, qui était de temps en temps du même avis que lui. Ou bien, je les voyais des fois à table, ça me rendait folle. Tu sais, moi, je suis énervée. Je suis quelqu'un d'énervé. Je te crois pas. Eh oui! Alors, je les voyais tous les deux, ils se regardaient, puis ils faisaient... Ça me rendait folle. Mais en même temps, C'est agréable de voir c'est cette formidable pour complicité-là. lui. Salut, maman. Écoute, on m'a demandé aujourd'hui de venir faire un témoignage sur la relation entre un fils et sa mère. Les petits défauts, tu sais, on s'en parle souvent, mais c'est jamais avec Malice, c'est toujours que moi et Nadia, on chemine bien dans la vie. La manie de répéter 100 fois ce que tu veux nous dire, mais dans le fond, c'est parce qu'on sait bien, c'est parce que tu veux qu'on comprenne bien, puis que la manie de tout vouloir placer dans la maison, c'est parce qu'on sait bien que tu veux bien avoir une maison propre et tout, que tout le monde soit content d'aller chez vous. La manie, quand j'avais 14 ans, de me dire de ne pas mettre des jeans noirs avec un t-shirt bleu marin. Et ça, c'est parce qu'on sait que tu voulais qu'on, moi et Nadia, on soit beau et tout. Mais ce que je retiens surtout aussi, c'est les affaires que tu as faites pour nous autres. Écoute, t'as levé à 4 heures du matin, j'ai pensé souvent comment ça pouvait être pour nous faire vivre tout seul, moi puis Nadia. T'as levé puis travaillé. Jamais de maladie, rien, parce que tu savais que sinon on manquerait de quelque chose. Et on a été capable de nous envoyer à l'école privée, pensionnaire, avec ton petit salaire, à travailler fort, 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 fort. Après tes longs chiffres d'ouvrage, venez nous voir jouer, venez me mener au hockey. Je sais bien que ça te tentait pas, mais tu le faisais pareil parce que tu savais que j'aimais ça. Tu connaissais pas le football, mais tu étais quand même la première sur le terrain à crier pour nous autres, même quand c'est pas nous autres qui avaient le ballon. En tout cas, pour tout ça, man, je te dis merci. Puis, ma mère, c'est Lucie Bonneville. Si jamais vous avez la chance de la rencontrer, bien, vous lui direz merci de ma part parce que j'aurai jamais l'occasion de dire aussi souvent que je voudrais. Alors, comment on s'en sort de tout ça? On voit bien que c'est pas si facile de mettre des limites, de mettre des balises, pourtant nécessaires, à un enfant. On voit qu'il en a besoin pour se sécuriser, pour se faire aux heures possibles, au stress de l'existence. On s'aperçoit aussi que faire le deuil de l'enfant est une chose nécessaire, et elle, encore là, pas toujours si confortable. Maintenant que les enfants restent plus longtemps à la maison, ils partent plus aussi naturellement vers les études à l'extérieur, il faut que les mères se permettent à l'occasion de dire « ben, c'est assez, voici la limite », comme Daniel Prou vient de nous le dire. Alors, dans un dernier bloc, j'ai voulu leur demander quels étaient les trucs qu'elles trouvaient importants, les choses, les commentaires qu'elles auraient par rapport à, les réflexions même par rapport à leur rôle de mère, pour un petit peu nous outiller dans cette relation-là. Pour vous autres, pour vous trois, quelles ont été les attitudes, les trucs, les choses qui vous ont le plus aidé en tant que femme et devenue mère dans les différentes difficultés qu'on peut rencontrer avec un fils? Qu'est-ce que vous auriez à dire à d'autres mères qui vivent avec des fils, qui trouvent que c'est trop collé ou pas assez collé ou peu importe. Qu'est-ce qui vous semble le plus juste? Écoute, on a-tu des conseils à donner à quelqu'un? Oui, Je pense que déjà de Moi, j'ai survivre pas dans de sa propre conseils. situation, c'est déjà La quelque seule chose. chose que je Non, pense, ce qui était le plus aidant pour toi? ben moi, ça a été de pouvoir en parler, avec mes sœurs. J'ai vu mes sœurs, j'ai 5 sœurs plus vieilles qui ont eu des enfants. Bon, j'ai toutes vu mes neveux et nièces, ou en tout cas une bonne partie d'eux autres, de passer de petit ange à véritable
monstre du jour au lendemain à l'adolescence, puis à dire « Ah, c'est ça », puis de revoir, tu as quoi, 18, 19 ans, réintégrer des bottines, puis tu fais « OK, ils sont devenus parlables ». Donc, de faire... J'avais, moi, le conseil de mes sœurs de faire confiance en ce qu'on a semé petit, que, bon, ça se peut qu'à l'adolescence, ça s'effrite, mais qu'à un moment donné, puis c'est nécessaire, puis c'est correct, tout ça. Donc, d'avoir peut-être... de pouvoir en parler avec beaucoup de gens expérimentés, et aussi de jamais sentir que je perdais le contact avec mon fils. Non pas... Enfin, qu'il aille voir ailleurs ou qu'il parle ailleurs, c'est correct, mais de pas voir quelqu'un comme j'ai vu des enfants, mais vraiment se refermer et ne plus communiquer. Ça, j'avoue que j'ai lutté. Je voulais pas ça. J'ai lutté. C'était ça, pour moi, le pire. Enfin, que j'appréhendais le plus. Puis c'est pas arrivé. Moi, je pense qu'il faut... C'est une relation, cette mère-fils... Enfin, je sais, puisqu'on parle de ça, mais qui est très forte émotivement, donc qui peut effectivement nous bouffer. Moi, je pense qu'il y a rien au monde. Moi, sous mes dehors un peu hystériques, je suis quand même quelqu'un de finalement assez rationnel et pas si émotif que ça. Mais il y a une place où là, je perds le contrôle de mes émotions, c'est avec mon fils. Et il lui arrive quelque chose ou n'importe quoi, c'est comme ça me bouffe émotivement. Alors, je pense qu'il faut essayer effectivement, donc, d'avoir sa vie à soi et d'avoir, bon, une certaine distance, d'utiliser les moyens qu'on peut, si c'est le chum comme tampon. Le travail, un loisir qu'on aime, oui, une le passion. travail, mais ça, c'est pas... Et cette notion d'autorité, parce que moi, je suis en plein, là, je suis pas rendue à votre niveau, je suis en plein dans la soupe préadolescente, et là, je suis en train de récolter un peu les fruits un peu pourris que j'ai semés, c'est-à-dire l'absence d'autorité, de discipline et de tout ça. Et ça, je pense que c'est très important qu'une mère... Ça veut pas dire qu'on les aime pas, ni rien, là, on faut pas... Mais d'être ferme, parfois, et de savoir dire non. Et je veux dire... Je le dis, mais je ne sais pas encore comment exactement le faire. Suzanne? La confiance, avoir confiance. D'avoir confiance. Mais comme nous sommes des angoissés, la confiance est difficile. On s'inquiète de tout, on a peur de tout, on a peur de tout ce qui peut arriver. Et moi, j'ai trouvé que la vie, j'aime ça, c'est une phrase comme ça, la vie, c'est dur, la vie. La vie, c'est tough. Et je me dis, moi, j'ai réussi à passer à travers parce que je suis une guerrière, parce que je suis une déplaisante, c'est bon. Mais lui, vas-tu être capable et c'est ça, l'angoisse, je pense qu'elle vient beaucoup de là, de la difficulté que l'on trouve qu'il y a à vivre. Et bon, de se dire, moi, je suis construite de cette manière-là et mal construite. Et il faut avoir confiance en la vie. Et moi, je regrette de ne pas... je souffre de n'avoir pas eu confiance en la vie. Et je souhaite qu'il l'ait, lui, et de me dire, ayons confiance, puis ça va aller. Et effectivement, ça va. Donc, c'est le seul conseil, moi, que je pourrais donner, je pense. Avoir confiance. Ils vont être capables, ils vont le faire. Ils vont réussir bien. Sans utiliser nécessairement les mêmes méthodes que nous avons utilisées, nous. Moi qui suis, comme je le disais tout à l'heure, une guerrière, mon fils n'en est pas un du tout. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va faire, là? Tu sais, quand il va arriver telle affaire, ils ne seront pas capables d'aller... Ben non, il y va, mais autrement. Avec plus de succès, d'ailleurs. Donc, tu sais, développe d'autres méthodes. Ouais. Je vous remercie beaucoup pour votre générosité. Vraiment. Merci, Guy. Merci. Avoir une vie à soi, se rappeler de ses goûts et de ses envies, même si on ne peut pas les satisfaire et les combler. Mais oser demander, bon, là je suis dans mon rôle de mère, mais si j'étais seule, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Qu'est-ce que j'aurais le goût? Rester en contact avec cette partie de soi, pour que quand les enfants s'en vont, qu'on ait moins de difficultés à la retrouver. C'est un autre conseil intéressant, important. J'aimerais terminer en ajoutant une anecdote d'une femme que j'ai connue qui avait élevé 3 enfants tout seul après la mort de son mari, 3 garçons.
Et elle me dit, Monsieur Corneau, elle dit, vous savez, elle dit, moi, il fallait que je retourne à l'école, il fallait que je me fasse un métier. Alors, au lieu d'avoir peur de ce qui allait arriver à mes garçons, je leur ai dit, écoutez, votre père n'est pas là, je ne peux pas remplir les deux rôles, vous allez vous trouver des pères. Elle-même a cherché dans sa famille des hommes qui étaient prêts à jouer un rôle substitut, petit rôle de tuteur, en prendre un baseball régulièrement, des choses comme ça. Et ce qui fait que ces enfants ont grandi vraiment bien, n'ont pas eu de problème, ni avec leurs études, ni à se trouver, ni à se marier et tout ça. Et c'était fantastique de voir cette femme-là avoir répondu à tout ça de façon très simple, très franche, en se disant, mais coudonc, ayons confiance, soutenons leur élan, parce qu'un enfant qui manque de père a des élans vers des hommes plus vieux, et d'avoir peur de tout, elle s'est dit, soutenons leur élan, soyons quand même vigilantes. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que, au fond, le rapport mère-fils n'a pas à être une histoire de couple impossible. C'est une relation extraordinaire, une rencontre extraordinaire, où l'un apprend de l'autre, et vice-versa. Et on peut très bien la sceller par une amitié extraordinaire, une fois que les autorités, les balises, les limites, tout ça est plus mis de côté, et qu'effectivement, dans la vingtaine, dans la trentaine, on trouve un fils qui est devenu un homme, et avec qui on peut parler en tant que femme. Merci beaucoup.